Bien, bonjour à tous, on va attaquer. Tant pis pour les retardataires. Je pense qu'on est complet là, on est plein. Bonjour. On va parler donc de trois choses bien distinctes. Je suis Sébastien Gonzalez d'Envol Digital. Trois choses, en fait, on va parler tout d'abord de la blockchain, on va parler de la neutralité du net et on va parler également des makers. Honnêtement, quand Ludo m'a demandé d'animer cet atelier, comment dire, d'abord j'ai eu un grand moment de solitude, après un grand moment de silence. J'ai eu le même moment en fait quand Jérôme, on a discuté ensemble, etc. Et quand il a eu lui aussi la tâche entre guillemets de présenter cet atelier-là. Parce que concrètement, quand on parle de ces trois thématiques-là, alors à part la neutralité du net où c'est plus facile, mais clairement quand on parle de la blockchain, personne ne comprend rien. Alors je me suis amusé en fait, toujours pareil pour préparer un petit peu cet atelier, à faire le tour auprès de mes amis et voir un petit peu ce qu'ils entendaient, eux, par la blockchain. Et concrètement, ils n'ont rien compris non plus. Et quand on voit, pardon Seb, comment la salle est remplie, c'est symptomatique. C'est ça. Et donc effectivement, c'est assez complexe en fait à comprendre et à voir un petit peu quels sont les enjeux et surtout quelles sont demain les évolutions que ça peut mener et amener surtout dans nos métiers. C'est forcément ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Bon, rassurez-vous, on s'est quand même documenté un peu sur la question, forcément. Et pour ça, donc, je vous présente Jérôme Leclerc, qui a plusieurs casquettes. Il est à la fois manager numérique de destination, il est à la fois manager de destination, manager de centre-ville, pardon. Manager donc de centre-ville. Il bosse aujourd'hui dans une mairie où il est chargé de com et chargé de tout ce qui touche au digital. Il a également une autre corde à son arc que je trouve intéressante, c'est qu'il est également programmateur programmateur. Programmeur, c'est pas la même chose. Programmateur dans un festival de musique. Ouais, tu programmes. Donc il programme, il code pas. Voilà. Voilà, tout ça pour dire en fait que du coup avec Jérôme, on va essayer de faire simple, c'est promis. Et surtout, notre but, c'est qu'au bout des 66 minutes qu'on va passer ensemble, c'est que vous ayez les choses un peu plus claires dans la blockchain, dans la neutralité du net, pas du mec, et concernant les makers également. Voilà. Merci. Jérôme. Merci. Alors une petite précision tout d'abord, je ne suis pas un expert de la blockchain, je suis un amateur éclairé. Et je pense que le plus important aujourd'hui, dans toutes les lectures que j'ai eues, c'est pour moi trois thématiques qui sont assez importantes et qui vont impacter l'ensemble de nos métiers, comme l'ensemble des métiers du numérique dans les années à venir. Et malheureusement, c'est mal connu du grand public. Et pour autant, il y a déjà beaucoup d'applications qui commencent à se développer. On verra notamment sur la blockchain qui est quand même le thème le plus obscur. Donc je suis un amateur éclairé, ce qui veut dire que je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pour ça qu'au début, c'était juste blockchain, neutralité du net, makers. Et j'ai demandé à Ludovic de rajouter pour les nuls. Comme ça, vous comprenez bien que ça s'adresse à tout le monde. Et le but, pour moi, ça va être d'être pédagogue. Je vais essayer. Enfin, le but, si vous ressortez et que vous avez tous compris la blockchain, je serais super content. Et puis bon, c'est bien, on est en petit comité, donc on va pouvoir aussi discuter. On avait demandé effectivement à Ludo que ce soit vraiment très, très intime, une petite salle et tout, donc c'est parfait. Merci d'être venu peu nombreux, super. Donc on va attaquer par les makers. Déjà, le terme maker, ça dit quelque chose à quelqu'un. Levez haut la main. Ok, c'est parti. Allez-y, oui. Ouais, vous connaissez. Impeccable. Il y a une chaise si vous voulez. On va faire ça ensemble. Effectivement, c'est ça. Bon, est-ce que vous connaissez Marcel Espinasse? Ça vous dit rien du tout. C'est un gagnant du concours Lépine en 1954. Il a créé une machine pour dupliquer des livres écrits en braille. Vous connaissez Nicolas Huchet? Non plus.
du coup. Nicolas Huchet, c'est un Breton qui a eu un accident du travail quand il avait 18 ans. Il s'est retrouvé avec la main coupée, tout simplement. Et puis il s'est renseigné pour avoir une prothèse. Donc il y a des prothèses, des pinces qui coûtent 2 000 euros. Et puis il y a des prothèses où il y a tous les doigts, ça coûte 40 000 euros. Donc ce qu'il a fait, ce type-là, c'est que tout simplement, il a été dans un Fab Lab à côté de chez lui. Et il a demandé si c'était pas possible quand même de fabriquer une main à partir de plans open source. Et il l'a fait, tout simplement. Et aujourd'hui, il a sa boîte et il produit des mains avec des doigts qui bougent, avec des capteurs musculaires. Et sa main, il peut la produire pour 2 000 euros à peu près. Vous connaissez Wallace de Wallace et Gromit? Bon, là vous avez compris un petit peu l'état d'esprit. Donc le credo du Makers, c'est le do it yourself. Je pense que DIY, vous l'avez déjà vu. En gros, je pense que Ludovic m'a rajouté aussi le blog Makers à vous présenter parce que, en fait, moi je ne me considérais pas comme un Makers, mais c'est vrai que depuis tout petit, je démonte l'oreiller matin de mamie pour voir comment il fonctionne. Là, c'est l'ordinateur à la maison. Ça, c'est l'ordinateur au bureau. Ça, c'est ma femme qui me dit qu'il faudrait jeter le sèche-linge. Et je me dis, c'est débile, on va pas jeter un sèche-linge, ça se trouve, il y a juste un petit truc à changer. Donc je vais sur Internet, et puis je démonte les cartes, et puis j'achète une pièce à 2 euros, et je la ressoude. Là, c'est pareil, il fallait vider le garage, il fallait virer une étagère Ikea. Je dis, ben non, c'est con. Donc j'ai démonté l'étagère Ikea, pareil, j'ai été sur YouTube, et puis j'ai regardé un tuto, et puis j'ai fermé l'ordinateur, et puis j'ai été le faire comme ça. Alors attention, la culture makers, c'est pas non plus parce qu'on dit qu'on fait qu'on est makers. Si on pouvait synthétiser en 3 points principaux, le makers, ça va être un état d'esprit qui est entre la tradition du faire soi-même et les nouvelles technologies. C'est pour ça, dans les personnalités que je vous ai présentées, il y avait Marcel Espinas, un gagnant du concours Lépine. Pour moi, quand j'ai entendu parler de la culture makers, c'était pour moi le concours Lépine 2.0. C'est se faire plaisir également. Du fun et être créatif. Quand on est éduqué, quand on est petit, on vous dit touche pas, tu vas casser, regarde, observe, écoute-moi. La culture makers, c'est un autre paradigme, c'est celui c'est un peu plus empirique, mais c'est ouais, vas-y, démonte-le, regarde comment c'est fait, et puis on va le refaire ensemble. Donc on touche, on découvre, on est dans une autre manière d'apprendre. Et puis derrière, c'est également l'envie, parfois même le besoin, c'est plus qu'une envie, c'est de partager pour participer à un projet social. La culture maker, elle s'est d'abord beaucoup développée à travers le mouvement des hackers, parce que c'est principalement basé sur l'open source, sur la redistribution ensuite de ce qui est fait sur le net. Donc effectivement, comme vous le disiez, c'est principalement l'image grand public du maker, du mouvement maker. C'est le Fab Lab avec l'imprimante 3D, la découpe laser, et puis on y vient et on peut fabriquer ce qu'on veut tous ensemble. Alors parfois, il y a aussi des enjeux commerciaux. C'est là où on va toucher en fait à la différenciation entre ce qui est vraiment la culture maker et ce qui ne l'est pas. J'en parlais tout à l'heure à Sébastien. Vous allez dans une boutique Lego et puis vous rentrez votre photo et puis vous pouvez produire votre Lego avec votre photo et vous récupérez vos petites briques et c'est vous en Lego. Donc c'est un peu du do it yourself, sauf que derrière ça reste un produit Lego et là sur le plan commercial on reste quand même dans une démarche qui n'est pas très participative, pas trop dans le partage ni très open source. En revanche, dans le fait de mettre en open source, j'en reviens à l'exemple de Nicolas Huchet, là l'enjeu commercial il est clairement de faire baisser des coûts de production pour rendre accessible des choses à un maximum de monde. Alors ça va peut-être vous paraître très éloigné des métiers du tourisme, ce que je vous raconte, j'imagine. Donc on a essayé de lister en fait quelques petits points, des idées sur lesquelles il pourrait y avoir des impacts sur nos métiers. À mon sens, c'est principalement dans l'état d'esprit de la culture maker.
C'est ce changement de paradigme dans nos organisations. Aujourd'hui, en office de tourisme, vous avez une organisation très verticale, hein. C'est l'élu qui a une idée, qui va vous la balancer, le directeur qui va la reporter, et puis qui va vous dire, toi, tu vas le faire ça sur ton métier, la communication, le commercial, et puis l'accueil. Et puis chacun va faire ça dans son champ de domaine, sans être vraiment dans la transversalité de la mission. Typiquement, moi, mon expérience en office de tourisme, en EPIC, ce sont des socioprofessionnels qui se vivent plutôt comme des membres de seconde zone dans le bureau, parce que ils arrivent au conseil d'administration, on leur demande juste de voter des décisions qui ont déjà été prises, validées par l'élu, et donc il y a juste à voter. Pareil, en association, généralement, vous avez pas mal d'OT là qui ont fusionné. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'on garde le statut associatif parce que c'est super, on a des bénévoles sur le territoire, mais on ne sait pas trop quoi en faire, donc on va conserver ce statut associatif parce qu'il ne faut pas les froisser. Et pour autant, il y a d'autres manières de s'organiser en office de tourisme. Et là, je n'ai pas du tout trouvé d'exemple. C'est la société coopérative d'intérêt collectif. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce statut. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est par un article de la Caisse des dépôts qui date de 2013. Et pour autant, en 2018, il n'y a encore aucun office de tourisme qui se soit organisé de la sorte. Donc les sociétés coopératives, je pense que tout le monde en a entendu parler. Typiquement, on est dans des organisations où tous les professionnels du tourisme, hein, puisqu'on est dans le cadre d'office de tourisme, vont se mettre ensemble et vont avoir le même niveau de réflexion. C'est de se réunir en workshop et puis d'avoir le prestataire, les salariés de l'office de tourisme, les élus, et chacun va co-construire les idées du territoire. Ça peut sembler complètement utopique, hein. Non? On va dire que ça l'est, hein, puisqu'on n'a pas encore trouvé d'exemple. Pour autant, on commence à voir quelques exemples, quelques approches qui s'en approchent. Lorsque l'office de tourisme devient tiers-lieu, je pense à l'exemple de Val-de-Garonne, Marmande, ouais. Je pense que vous en avez entendu parler. On peut peut-être en dire deux mots, Sébastien. Oui, mais en fait, c'est un office de tourisme qui s'est ouvert, entre guillemets, qui n'est plus simplement qu'un office de tourisme. Ils ont une salle qu'ils mettent à disposition pour venir échanger, partager. On peut la louer, ils ont des canapés où on peut venir s'installer. Ils ont une terrasse à l'extérieur où ils ont aménagé des... C'est pas grave. Où ils ont aménagé en fait donc à l'extérieur des petites tables, chaises, parasols, il y a du wifi, donc encore une fois on peut venir s'installer. On est limite dans un espace un peu cosy, un peu comme soit comme on peut l'être à la maison, soit comme on pourrait l'être dans un bar. Et c'est vrai qu'ils ont un peu vraiment changé la manière d'aborder un office de tourisme. Et ce qui fait que quand on arrive dans cet office-là, on a l'impression vraiment d'être dans une maison, quoi. C'est vraiment ça. Il y a la cheminée, il y a la cuisine. C'est assez particulier. Voilà. Je sais pas, tu veux très bien. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples en tête d'office de tourisme en tiers-lieu comme ça, ou des tiers-lieux sur vos territoires. Non. C'est dommage. Ça viendra, oui. En fait, l'idée qui me trottait dans la tête par rapport à tout ça, c'est aujourd'hui je suis responsable de communication dans une petite commune de 5000 habitants. Et voilà, j'aime bien faire. J'aime bien faire également. Alors c'est assez curieux quand on va voir des élus, et je viens de faire un cahier des charges de site internet où j'ai proposé de mettre en place un module de débat participatif pour que les citoyens de la commune puissent faire remonter leurs idées. J'ai une remarque hallucinante, c'est attention, si vous donnez la parole aux gens, ils vont la prendre. Aïe, c'est le but aussi. Et en même temps, ce que je leur ai répondu, c'est vous faites des réunions publiques, ils viennent. Ça vous fait pas peur là. Donc ceux qui peuvent pas venir, ils pourront s'exprimer là sur le site internet. Donc donnons la parole justement. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a toujours pris l'habitude d'organiser ces débats publics de manière obligatoire. J'ai pas le choix, donc je le fais.
Pour autant, les idées qui en sortent ne sont pas forcément des idées que je vais retenir, moi, en tant qu'élu. Ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer ce que je veux faire. Et derrière, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, je m'en fous, je le ferai quand même. En gros, c'est un peu, on est un peu dans cet objectif-là quand on organise des choses comme ça. Donc clairement, le site internet de la commune, oui, c'est la commune qui parle. On ne s'attend pas à ce que le citoyen puisse participer et puisse donner son avis, puisse faire évoluer les choses, etc. Donc ça évolue. Ouais. Ça évoluera. Doucement. C'est ça. Un exemple peut-être plus concret aussi de Culture Makers que j'aime bien. J'habite à Poitiers. Je ne sais pas si vous connaissez Eniarov. Jamais entendu parler. Bon, c'est foraine, de fête foraine, mais à l'envers. Le principe d'Eniarov, c'est une découverte ludique finalement du territoire, c'est de venir installer une fête foraine en ville. Mais par contre, pendant 15 jours, ils viennent en mode workshop, et puis chacun peut venir participer. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être vu les publicités pour la Nintendo Switch, la dernière console. Ils font un truc, ça s'appelle le Nintendo Lab. Vous avez des petits bouts de carton, vous montez, vous pouvez créer un piano, des trucs comme ça. Donc là, on est un petit peu comme Lego, hein, dans des enjeux commerciaux qui ne sont pas du tout les mêmes que la Culture Makers, mais il y a une démarche qui s'en approche. Donc Eniarov, ils viennent en mode workshop, et ben, on reconstitue un petit peu des éléments de fête foraine, des jeux, des tap-taupes, pareil avec des cartons, et puis on met des LED, on met des capteurs, et on s'amuse, on monte ça pendant 15 jours, et puis ensuite, pendant tout un week-end, on fait partager ça à la population. Ce qui est intéressant aussi, c'est que d'un territoire à l'autre, ils ne refont jamais la même chose, puisque c'est participatif, donc il y a toujours des gens différents qui viennent, qui proposent de nouvelles idées. Moi, j'ai eu des robots qui font des crêpes, c'est un peu raté, mais voilà, c'est sympa. C'est des choses qu'on a montées ensemble. Et il y a derrière du partage de l'humain, et c'est une autre manière de réaborder le jeu. Voilà. Alors, je ne sais pas si sur cette culture maker, vous y êtes déjà sensibilisé. Qu'est-ce qui vous a fait venir? Alors, c'est peut-être pas non plus la thématique qui vous a amené ici. Personne n'a d'expérience à ce niveau-là? Non? Oui? Merci. Et je pense qu'on n'est pas nombreux, je vais être entendue. Et du coup, voilà, moi je viens là parce qu'on a beaucoup de clients comme territoire dans le web, mais j'étais assez curieuse pour être un peu avertie dans le domaine makers de comment vous l'appliquez au tourisme en fait. Effectivement, puisqu'on est sur quelque chose de très c'est un objet. Enfin, je veux dire, on fabrique des choses, et donc j'étais assez curieuse de voir la démarche de comment appliquer, voilà, l'univers du maker au tourisme et notamment aux OT et au territoire. Alors c'est surtout au niveau des organisations et de l'humain et de la manière dont on aborde le travail, voilà. D'amener un petit peu d'agilité dans les organisations et dans la manière de travailler les sujets, effectivement. Oui, alors moi c'est un peu pareil. Alors je ne suis pas du tout dans les offices de tourisme, mais c'est de voir comment transposer le côté maker aux offices de tourisme. Alors moi l'expérience a été assez... j'ai reconnu celle du sèche-linge. Ça m'a coûté juste plus cher parce qu'il a fallu que j'achète le fer à souder. Mais bon, pour 17 €, j'ai eu un sèche-linge. Oui, ça vaut toujours le coup plutôt que de le jeter. Oui. Et puis c'est un grand à 300 €. Si vous avez des sèche-linges en panne, c'est toujours les mêmes composants qui crament. Il y a le kit qui est vendu, enfin bon, c'est facile à faire. Mais effectivement, c'était ça. Et moi, je suis plus dans l'informatique aussi, comme vous. Et donc, je suis plus habitué au Fab Lab. Et c'était l'idée de voir comment on pouvait transposer ça dans le tourisme. Mais ça peut être... ce matin, Monsieur Raffour disait qu'on ne venait plus vraiment pour une destination, mais aussi pour ce que ça proposait autour. Peut-être qu'il y a initier les gens en vacances à faire à l'impression 3D, à faire soi-même, c'est pas plus idiot que d'aller bronzer. Ouais, tout à fait. Et peut-être que ça peut être aussi une idée pour valoriser le territoire ou
ou attirer en tout cas proposer des attractions dans ce sens-là, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, Parce qu'en plus, on est détendu, on a du temps, genre en vacances. On est ouvert à ça, ça peut se faire dehors. Enfin, ça peut être faire son compost soi-même ou son composteur en tout cas, soi-même. Ce genre de choses. Donc ça peut être aussi des idées pour les. C'est pour ça que l'exemple d'Eniarov me semble très intéressant justement dans la découverte ludique du territoire. Et même, enfin, vous allez en vacances quelque part, vous mettez les enfants au club Mickey pour qu'ils aillent fabriquer des trucs. Mais c'est ça. Mais moi, honnêtement, j'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait un office de tourisme qui se rapproche d'un Fab Lab pour construire, enfin pour fabriquer ces produits dérivés et arrêter d'acheter en Chine ou je ne sais où la mini Tour Eiffel en plastique ou le monument phare emblématique de mon territoire et du coup les fabriquer en 3D avec quelqu'un localement qui peut du coup être super actif, m'en faire aujourd'hui 50. Et puis la semaine prochaine, on a un événement particulier, on fait un autre produit dérivé qui correspond et qui surfe sur l'événement qui peut avoir lieu chez moi ou pas très loin. Et du coup, c'est ça, ça permettrait vraiment de faire travailler du local, enfin, des locaux, d'apporter une petite touche originale, d'être beaucoup plus réactif et puis pas forcément arrêter avec le plastique chinois, quoi, enfin, en gros. Ouais. Ouais. Il n'y en a pas partout. Généralement, quand il y en a, ça fait du bruit, on le sait. Enfin, ça fait du bruit en termes de com. Je sais, par exemple, moi, je suis sur Bordeaux. Il y en a à Bordeaux, il y en a à Toulouse. En général, dans les grosses agglos, il y en a souvent. Après, c'est vrai que c'est un milieu sur lequel il faut un petit peu se renseigner. Mais bon, il y a moyen de les trouver, ouais. Aussi, oui. Le Fab Lab part en fait de l'université. Hein. C'est le MIT qui avait formalisé un petit peu la forme du Fab Lab. Donc Fab Lab, c'est la contraction de Fabrication Laboratory. C'est juste pour répondre justement à la question du monsieur devant. Il y a la coopérative des tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine justement qui répertorie tous les tiers-lieux sur la Nouvelle-Aquitaine. Et il me semble qu'il y a une carte justement qui précise ces Fab Labs. Voilà, c'est une petite précision. Merci. Ouais, on est effectivement dans le même mouvement. Hein. Les cafés où on vient avec son grille-pain qui a sauté, et puis on prend le café, on discute avec des gens qui vous disent regarde comment on démonte le plastique, parce que généralement c'est moulé tout d'un bloc et on le jette, c'est bien, c'est pour cette raison. Donc là, vous avez des gens qui vous montrent où est-ce qu'il faut appuyer exactement pour démonter la chose. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas besoin de racheter un grille-pain à 50 €. Ça permet de changer le design. Moi, j'ai la chance d'être sur un territoire où on en a effectivement aussi un à Strasbourg, qui s'appelle le Shadok. Et moi, c'est aussi un de nos prestataires qui nous a fait du mapping, mais entre autres choses. Et j'avais vraiment l'impression, et j'ai toujours un peu l'impression que c'est limité un peu au bricolo. Et ça m'intimide beaucoup parce que moi, je ne suis pas du tout bricolo. Et du coup, voilà, j'étais très en demande et très curieux de votre atelier parce que est-ce que c'est réellement aussi universel en termes de public ? Est-ce que ça s'adresse vraiment à tout le monde ou est-ce qu'il ne faut pas être déjà un peu soi-même bricoleur, quoi ? Alors, c'est des lieux effectivement qui sont ouverts, il ne faut pas hésiter à pousser les portes. Alors, surtout si vous êtes dans une grande ville, ils sont faciles d'accès. Moi, j'habite à côté de Poitiers, une petite commune qui s'appelle Saint-Benoît. Le Fab Lab de Poitiers, il est sur la commune de Ligugé. C'est 750 habitants. Ils sont installés dans un ancien site d'usine. Donc maintenant, il s'appelle les usines nouvelles, mais il faut y aller. Il n'y a pas de transport en commun. C'est au fond de la vallée. Ils sont perdus. Il faut vraiment avoir envie. Et ils ont du mal à dépasser effectivement le cadre des geeks, des curieux.
Mais typiquement, eux, ils font des journées portes ouvertes pour les journées du patrimoine, parce que c'est là qu'ils arrivent à faire venir des gens. Et les gens sont stupéfaits. Il y a ça ici. Et vraiment, on peut venir, on peut rentrer. Oui. Et pour compléter, justement, il y a tous les garages associatifs c'est une association qui incite justement des personnes à venir, par exemple, réparer son vélo. Il a besoin de conseils, donc il a besoin de matos, il cotise à l'année, il peut venir et il peut avoir des conseils des gens qui sont là, qui ont cotisé, ou des personnes qui sont là aussi à l'année. Et ça permet justement de réparer son vélo par le biais des conseils. Et ça, c'est pour tout le monde, au final. Mais c'est vrai que je pense que ce qui peut freiner aussi, c'est l'aspect un peu technique, techno. Même si derrière, j'aurai des gens qui vont être très pédagogues, qui vont m'expliquer, me montrer, etc. Ce qui, moi, va me freiner, effectivement, mais c'est psychologique, entre guillemets, c'est quand j'approche du lieu, c'est pas une industrie, mais il y a des machines de partout, il y a des outils, et si je suis pas bricoleur, effectivement, ça peut être un frein. Mais le frein, on se le met soi, en fait. Je pense que si on arrive à passer outre, on aura des gens derrière qui vont nous prendre par la main, qui vont nous aider, qui vont nous aiguiller, et quelque part nous rassurer. Mais c'est vrai que c'est le premier pas à faire qui peut être un peu compliqué. Typiquement, réparer ma voiture, je me sens pas mécano, et pour l'instant, je préfère laisser la clé à mon mécano, c'est son job, il se rince bien. Mais ça n'empêche que c'est compliqué pour moi, effectivement, d'aller réparer moi-même ma voiture, et du coup d'aller franchir la porte. Ou peut-être que quelqu'un, je vais pas oser lui dire, tiens, je sais pas faire une vidange, où est-ce qu'il est le bouchon, je vais passer pour un blaireau, entre guillemets. Et il y a peut-être ce frein-là aussi qui va faire que je vais hésiter à le faire ou pas. Mais ils sont là pour me rassurer. Si ta voiture est plus sous garantie, il ne faut pas hésiter. Je faut suis mettre pas les comme mains ça. dans le cambouis. Je suis pas comme ça, il n'y a que lui que j'ai pas ouvert. Mais sinon... D'autres remarques sur le mouvement maker? Je vais juste vous donner le micro parce qu'en fait, sinon, sur Facebook, ils n'entendent pas. C'est pour ça. C'est vrai. J'allais dire juste pour un petit bémol aussi, c'est que ça ouvre les discussions à la propriété. C'est-à-dire que quand je refais une pièce, est-ce que j'ai le droit de... elle appartient, enfin, il y a un brevet qui a été déposé pour certaines pièces, elle appartient à la marque. Est-ce que j'ai le droit de réimprimer une pièce à l'identique? Est-ce que je ne suis pas en train d'aller à l'encontre justement de la propriété intellectuelle de la pièce qui a été imaginée dans un bureau d'études? Quand je vais télécharger la pièce sur le net, est-ce que c'est du piratage? Les plans de la pièce, est-ce que c'est du piratage d'aller télécharger la pièce sur Internet? Ça dépend, c'est pas pour tout, mais cette question va se poser aussi à un moment. C'est comme pour tout. Enfin, je pense que vous savez ce que vous téléchargez. Hein. Si c'est un plan qui est breveté, c'est bien marqué dessus. Et si le plan il est open source, vous le savez aussi, le fichier il est bien identifié comme ça. Mais c'est vrai que c'est un problème. Enfin, ça peut être un problème, mais c'est important de le soulever, c'est clair. Parce qu'en matière de propriété intellectuelle, oui, on ne peut pas tout faire, en tout cas pas n'importe quoi. Et heureusement, clairement. D'autres réactions? Ou on peut clore ce sujet-là et on passe aux deux autres fun? La blockchain. Alors, expliquer la blockchain. On va y aller. On est parti. C'est parti. La blockchain, déjà... Bon, tout le monde a attaché sa ceinture, c'est bon. C'est sur un réseau décentralisé. Et là, ça ne va pas vous parler si je commence comme ça. Donc on va remonter une quinzaine d'années en arrière. Qui a déjà téléchargé des films sur Casa, Emule, etc. Mais non, c'était pas bien, personne ne faisait ça. Non, personne. Voilà. Qu'est-ce que c'était bon? Vous avez entendu parler de ces logiciels qui sont des logiciels peer-to-peer. Des logiciels en pair à pair. De pair à pair. Donc un réseau décentralisé. Il n'y a pas un organe central qui a tous les fichiers. Les fichiers vidéo, ils sont sur les ordinateurs de tout le monde et le logiciel vous met en réseau. Donc ça, c'est la première partie.
Donc à partir de là, je vais vous proposer un petit exercice. Il me faut 4 volontaires. C'est la partie où je deviens pédagogue, où on fait un petit jeu. On va voir si ça marche. Si ça ne marche pas, je ne le recommence pas l'année prochaine. Alors, j'ai 4 volontaires. 4 volontaires. Allez. Monsieur. Donc imaginons que ce que je vous ai donné sont des fichiers. Si vous ouvrez le premier fichier, le jaune, à l'intérieur c'est juste un mot. Considérez que sur ce mot, la voyelle vaut 0 et la consonne vaut 1. Donc calculez-moi, s'il vous plaît, la somme que ça va donner. Et là, ceux qui n'ont pas pris les papiers, ils sont rassurés. J'ai bien fait. Et donc tout le monde trouve combien ? 7. Super. Donc notez-le dans un coin. Et puis ensuite, vous mettez le fichier de côté. Et on va faire pareil avec le deuxième fichier, le fichier rose. Vous ouvrez votre fichier, vous le lisez, vous calculez. Et tout le monde trouve combien ? 4. Donc jusqu'ici, tout va bien. Pareil avec le troisième fichier. Tu fais deviner ton 06 en fait, c'est ça? Et tout le monde trouve combien? Impeccable. Et le quatrième fichier, tout le monde trouve combien? Super. Vous avez un certain nombre de fichiers qu'on va rassembler ensemble. Une fois qu'il y a un certain nombre de fichiers, ça constitue un bloc. Et on va continuer avec d'autres fichiers qui vont s'ajouter. Et tous les 50 fichiers, par exemple, on va dire, ça fait un bloc, on ferme le bloc, on passe au suivant. Jusque-là, ça va. Ça, c'est la chaîne de blocs. Pourquoi on vous dit que cette blockchain, elle est infalsifiable? Si je fais le coquin, à un moment, que je viens remplacer le troisième fichier de monsieur par celui-ci. Au lieu d'avoir 3, vous avez combien? Vous avez 4. Et donc, tout le monde va avoir comme résultat total 18, sauf monsieur, qui se retrouve avec un total de 19. Chaque fichier, en fait, va avoir une empreinte ADN qui lui est propre. Je l'ai très largement simplifié. Moi, ma cryptographie, c'est 0 et 1. Et vous avez un système de cryptographie beaucoup plus complexe qui s'appelle le hash et qui vous permet d'avoir une empreinte ADN de votre fichier. Le hash, c'est un truc que vous voyez à chaque fois que vous téléchargez un logiciel, mais vous n'y faites pas attention. Vous allez sur LibreOffice, par exemple, vous téléchargez la suite LibreOffice, et puis en dessous du fichier à télécharger, vous avez le hash qui vous permet de contrôler l'intégrité de ce fichier. Si le fichier a été mal téléchargé, vous n'avez pas le hash, pas le bon. C'est un autre hash qui va être retrouvé, parce que l'empreinte ADN ne pourra pas être la même. Donc à partir du moment où je vais changer quelque chose dans ma blockchain, les autres vont voir qu'il n'y a pas le même résultat sur un des ordinateurs du réseau. Vous dire de jeter le fichier, et vous allez récupérer le fichier des autres. En termes plus simples, quand il y a 15 ans, vous téléchargiez un film sur Emule, vous avez le titre du film, vous avez sa durée, vous vous dites c'est bon, et vous ne contrôlez pas le hash. Et puis là, c'est le moment où vous cliquez sur le film, et il y a un film porno qui démarre. Parce que quelqu'un a changé le fichier, et vous n'avez pas contrôlé le hash. C'est bon? Donc si je résume, la blockchain, on entend pas mal de choses sur la blockchain, donc déjà, ce que c'est pas la blockchain, c'est pas un fichier. C'est pas non plus une crypto-monnaie. La blockchain, c'est pas le bitcoin, c'est pas pareil. Ça fonctionne ensemble, mais c'est pas ça. C'est pas non plus une base de données. Quelqu'un qui vous dit la blockchain, c'est une base de données, non, c'est pas ça non plus. La blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole de gestion des transactions.
c'est le fait de contrôler des fichiers, d'y mettre une empreinte digitale, de fermer un bloc, de recalculer l'empreinte digitale de tout le bloc, et de mettre cette empreinte digitale à la fin du bloc, et la répéter au début du bloc suivant. Vous ne pouvez pas le modifier. Enfin, vous pouvez le modifier, mais vous êtes tout de suite identifié si vous avez modifié votre fichier. Parce que le reste du réseau va vous dire il y en a un qui n'est pas bon. C'est ce qui s'appelle le proof of work, la preuve de travail. C'est que sur l'ensemble du réseau, pour qu'un fichier soit validé, il faut que plus de la moitié du réseau ait le même résultat. Donc si quelqu'un n'a pas le même résultat, c'est que le fichier a été falsifié et n'est pas le bon. Donc c'est ce qui permet à la blockchain d'être vraiment quelque chose d'inviolable. Donc c'est un protocole décentralisé sur un réseau de pair à pair. Et c'est un protocole sécurisé par une empreinte ADN qui s'appelle le hash. C'est ça la blockchain. C'est pas si compliqué. Oui. Oh, c'est très clair, merci. On a dit de tas de protocoles qui étaient inviolables, de tas de systèmes de sécurité, etc., Facebook et tous les autres, et ils sont tous fait violer. Donc, qu'est-ce qui fait, quelle est la particularité de ce protocole qui fait que aucun virus peut, par exemple, dénaturer son fonctionnement ou s'introduire subrepticement? On a vu que certains virus en chaîne, justement, permettaient de pirater ou d'intervenir sur le fonctionnement de milliers, de centaines de milliers d'ordinateurs. Donc, si ces dizaines ou centaines de milliers d'ordinateurs qui, connectés de pair à pair, font l'inviolabilité du réseau, sont remis en question, alors pourquoi c'est particulier? Quelle est la sécurité? La particularité de la blockchain, c'est que c'est décentralisé. Un virus, il est puissant quand il parle d'un point centralisé. Ça, c'est la première chose. Donc, là, on a 4 personnes. C'est facile de leur mettre un virus à chacun. Quand on a plusieurs millions d'ordinateurs qui sont en réseau partout dans le monde, il faut avoir une attaque simultanée pour bloquer le système, pour pénétrer le système. À ce jour, je n'ai pas lu dans ma veille d'exemple d'attaque de ce type sur la blockchain qui est réussi. L'autre point, effectivement, mais là on est plus sur la partie crypto-monnaie, où on a entendu parler de bitcoins qui ont été hackés et de comptes qui ont été vidés. Il n'y a pas eu d'attaque à proprement parler de la blockchain. En revanche, quand vous créez un compte, vous devez évidemment créer un mot de passe. Alors sur la blockchain, on vous invite évidemment à avoir un mot de passe compliqué, mais un petit peu comme partout. Si vous mettez votre date de naissance à l'envers, ça ne va pas être super sécure. Et à partir du moment où le mot de passe est découvert, on vous vide votre compte de Bitcoin. Ça, c'est ce qui s'est passé. Pour le reste, il n'y a pas encore eu d'exemple. Oui. C'est qui l'empreinte ADN en fichier, par exemple, en V4. C'est qui va donner l'empreinte ADN de chacun des fichiers, et c'est qui va donner l'empreinte ADN du bloc de fichiers? C'est un logiciel cryptographique. Vous pouvez le télécharger sur Internet. Il y en a plusieurs, mais c'est un protocole. C'est le SHA 256, parce qu'il fonctionne sur un... eh ouais. C'est quelque chose que vous trouvez très facilement sur Internet. Vous tapez SHA 256 et vous pouvez télécharger le logiciel. Quel que soit d'ailleurs le logiciel, je crois qu'il en existe plusieurs, c'est toujours la même empreinte ADN parce que c'est un logiciel cryptographique qui est open source, que tout le monde utilise. C'est pour ça que cette empreinte, ce hash, vous l'avez quand vous téléchargez LibreOffice ou n'importe quel logiciel qui vous permet de contrôler justement si votre fichier n'est pas vérolé par un virus ou si le téléchargement s'est bien déroulé et que vous avez le fichier complet. Oui. Tu feras pas les foulées numériques tout à l'heure, Sébastien, parce que tu vas être fatigué après. Maintenant qu'on sait ce qu'on sait, est-ce qu'on peut voir à quoi ça sert?
Parce qu'il faut tous investir comme des brutes là-dedans, parce que sinon, on va complètement être has-been. Donc, qu'on sache à quoi ça sert, là, parce que franchement, pour l'instant, c'est... Alors. C'est clair, hein, c'est clair, mais... Merci pour la transition. Alors effectivement, à quoi ça sert? Il y a plusieurs exemples de blockchain. Il y a même plusieurs types de blockchain. Vous avez les blockchains qui permettent de faire fonctionner les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Vous avez les blockchains qui permettent de gérer des smart contracts. Alors là, vous avez peut-être entendu parler de la plateforme Ethereum. Quelqu'un? Oui, quelques-uns quand même. Un exemple, en préparant cet atelier, la fin août, j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui est justement en train de développer une application d'avis client. Donc là, on est typiquement dans nos métiers du tourisme. Alors, il devait intervenir avec nous par Skype. Et puis, comme il n'est pas disponible, il m'a envoyé quelques slides à présenter. Donc, je bascule très rapidement sur la présentation. Très rapidement. Mais si, c'est rapide. Je fais quand même un petit pas chasser. Ok. Donc, en gros, ce qu'il propose et qui est en cours de développement et qui va être représenté d'ici la fin de l'année. Voilà. Ça s'appelle Furious. Le but, c'est de redonner du sens au mot partage, équité et confiance. Je ne vais pas vous repasser les différentes problématiques des professionnels vis-à-vis de la confiance dans les avis. En revanche, 3 constats, c'est que le ranking des professionnels sur ces plateformes d'avis, Google, TripAdvisor, etc., sur Google, c'est principalement l'investissement de l'annonceur. Hein. Le ranking, il ne se fait pas par la qualité du travail effectué par l'artisan ou par le professionnel de votre territoire, mais par sa capacité financière à faire du ads. Pareil sur Page Jaune. Il se fait aussi par rapport à la géolocalisation de l'utilisateur vis-à-vis du professionnel. Puis évidemment, éventuellement, ce ranking, il se fait par les avis qui ne vont pas forcément être certifiés authentiques. Loin de là. L'autre constat, c'est que ces avis, ils appartiennent aussi à ceux qui les produisent. Donc partant de là, ce qui est en train d'être développé, ça s'appelle HNGO. J'ai aucun intérêt dans l'entreprise, mais ni moi. Ça m'a tapé dans l'œil, hein, donc c'est pour ça que je le présente. Il y a une partie application et une partie site mobile. La solution, c'est d'avoir des avis qui sont régulés, évalués et authentifiés. Et ensuite, une plateforme de partage d'avis. Le but, c'est évidemment de restaurer la confiance. En créant déjà une communauté d'ambassadeurs locaux. Donc c'est là que les offices de tourisme vont avoir leur rôle sur cette plateforme. Valoriser évidemment le travail des professionnels par les avis qui sont mis, la manière dont ils vont être régulés, certifiés, authentifiés. C'est également de partager les avis sur différentes plateformes. C'est là, quand je dis que les avis appartiennent à ceux qui les rédigent et pas à la plateforme sur laquelle l'avis est déposé. Aujourd'hui, quand vous voulez déposer un avis et que vous voulez être parfait vis-à-vis du prestataire dont vous êtes satisfait ou pas, vous allez sur TripAdvisor, puis après, si vous avez le temps de râler encore, vous allez sur Yelp, puis après sur La Fourchette, et puis après sur Google, puis après sur Page Jaune, et puis je vais arrêter là. Donc, le principe, c'est que ça va être cross-platform. Vous partagez un avis sur cette blockchain et elle pourra ensuite, via une API, cet avis être dupliqué sur Google, sur TripAdvisor, s'ils veulent se connecter, s'ils veulent bien se connecter sur l'API.
ce qui est leur intérêt, puisque c'est une manière de récupérer des avis qui seront certifiés et authentifiés. Et de la même manière, l'application proposera à ces acteurs, TripAdvisor, d'aller certifier les avis qui sont déposés sur ces plateformes. L'autre point que l'application permettra, c'est de libérer les professionnels de la dictature du toujours plus de budget pub. Clairement, on passera toute la partie ads qui n'entrera pas dans le cadre du ranking. Et les pros seront classés par rapport à la qualité de leur travail. Donc l'application, elle est user-centric, mais ça, c'est déjà le cas de beaucoup d'applications, hein. Vous avez la page, la fiche du pro avec un click-to-call, les horaires, la géolocalisation, etc. La plateforme d'avis sur une blockchain, avec un système qui est incitatif pour le dépôt d'avis positif. Alors là, on rentre dans un autre point que je n'ai pas évoqué, c'est la création de tokens. Le token, c'est une crypto-monnaie par laquelle on va récompenser la personne qui va laisser un avis. Donc on rétribue le contributeur. On récompense également la cooptation d'autres personnes contributeurs sur la plateforme. Les contributeurs les plus actifs seront également récompensés en recevant un petit peu plus de tokens. Et on incite également les professionnels à participer à l'écosystème par l'échange de tokens et de services IRL dans la vie réelle. Concrètement, lorsque vous laissez beaucoup d'avis, vous avez des tokens, et puis dans le réseau de professionnels qui l'acceptent, par exemple un restaurateur, ces tokens, vous pouvez l'échanger contre un petit plus lorsque vous allez au restaurant, par exemple l'apéritif pour la tablée, etc. Je trouve ça intéressant parce que c'est une manière de formaliser et de populariser, parce que vous n'avez peut-être pas chez vous, mais vous êtes peut-être au courant des différentes monnaies locales qui existent en France. Le sel, l'éole, l'abeille, qui permettent de valoriser l'économie locale. Le token, il a un petit peu ce rôle-là finalement, avec cet avantage, comme il est sur Internet, d'être utilisable en dehors de ces autres territoires. Il faut avancer. Un peu. Pour le professionnel, c'est aussi la possibilité du coup, de disposer des mêmes chances pour conquérir son marché local, puisque les professionnels seront tous référencés par défaut, et ensuite par un système d'abonnement, ils auront un service premium avec des notifications immédiates pour chaque avis déposé. Aujourd'hui, le professionnel doit faire sa veille, s'il n'est pas au courant quand un avis est déposé sur Facebook, sur TripAdvisor. Donc il faut mettre en place des alertes Google. Là, c'est tout le travail des ANT dans les offices de tourisme qui se met en branle vis-à-vis des pros. Une messagerie interne pour les échanges clients-prospects, une personnalisation également de la fiche et des opérations promotionnelles, un petit peu à l'image des fiches Google. Il y aura la possibilité également de générer une page web, avoir des statistiques de consultation, la possibilité de signaler les avis pour une analyse avancée et la possibilité de répondre également tout de suite aux avis qui ont été mis en ligne. Pour résumer, la différence avec les plateformes qui sont aujourd'hui existantes, c'est une application généraliste B2C. Donc ça, c'est ce que fait déjà Google Page Jaune. Le ranking par les avis à 100%. Donc ça, c'est ce que fait aujourd'hui TripAdvisor, mais pas Google, ni Page Jaune, puisque concrètement, c'est le ads qui fait remonter les prestataires. Les avis authentifiés sur une blockchain, les avis rétribués donc par le token, et puis des avis cross-platform, comme je l'expliquais, en récupérant soit les avis des autres plateformes, soit pour la possibilité des plateformes de se connecter à l'API. Voilà. Donc si vous voulez plus d'informations là-dessus, et si vous voulez être des prescripteurs sur vos territoires, vous pouvez contacter Laurent Pavoine ou Marc Cuffy. Vous pourrez reprendre leurs coordonnées. De toute manière, la slide sera sur la présentation.
Ils vous permettront d'en savoir un petit peu plus sur cette application et puis comment la déployer ensuite sur les territoires en vous en faisant les ambassadeurs. Vous avez des questions là-dessus? Alors si j'en reviens à la blockchain, l'intérêt, donc, comme c'est inviolable, l'avis, une fois qu'il est déposé, il ne peut pas être retiré. On ne peut pas modifier comme on veut l'avis, ce que ne fait pas TripAdvisor. On ne modifie pas les avis TripAdvisor, il ne change pas les trucs qui gênent en cours de route. Mais ça peut arriver, hein, vous mettez un avis sur TripAdvisor, à un instant T, le plat était trop salé, mais si le lendemain il était bon, vous déposez un autre avis qui vient le corriger. Oui. J'ai une question à vous poser qui reste la première slide que vous avez présentée, protocole de gestion de transactions. Ouais. Moi, ça m'intéresserait de savoir ce que l'on peut gérer comme transaction. Et pour vous aider à répondre à la question, j'ai un exemple en tête, c'est pour l'Office du tourisme, c'est de travailler l'Internet de séjour, de proposer donc un paquet de prestations de services sur un territoire, avec évidemment le minimum de transactions, c'est-à-dire une seule transaction, mais qui intéresse plusieurs acteurs différenciés. Ouais. Est-ce que la technologie de la blockchain permet de répondre à cet enjeu qui est tout à fait important pour les territoires qui souhaitent se positionner sur l'organisation de séjours en relation avec leurs acteurs locaux? Alors je pense que oui, je n'y vois pas de frein. Là, je vous redis encore, je ne suis pas expert, je suis un amateur éclairé. Je ne vois pas de frein à ce que ça se fasse. J'avais pensé à un autre exemple de transaction. Typiquement, pour un office de tourisme, ce qu'il est important de surveiller, c'est que tous les hébergeurs sont bien enregistrés en mairie, que la déclaration a bien été faite. Sur la plateforme Ethereum, donc, il y a la possibilité de mettre en place des smart contracts. Typiquement, vous avez deux acteurs, l'hébergeur et la mairie, qui doivent se mettre en relation, et la mairie doit enregistrer la déclaration de l'hébergement en mairie. Sur la blockchain, vous enregistrez cette déclaration. Ce qui permet de déclencher derrière l'autorisation pour cet hébergeur identifié sur la blockchain de s'ouvrir sur les plateformes de location en ligne, type Airbnb, type Booking. Ça, ce serait, à mon sens, le meilleur moyen de contrôler le fait qu'un hébergeur est bien enregistré et bien reconnu par le territoire où il exerce. Et si quelqu'un s'enregistre sur Airbnb sans avoir fait valider sur blockchain le fait d'être déclaré en mairie, il ne peut pas s'inscrire. On est bien d'accord, hein, la blockchain, c'est ça qui est dommage aujourd'hui encore. Beaucoup d'articles grand public disent que ce n'est pas mature. La technologie, elle est mature. Elle est mature. En revanche, c'est la pénétration dans le grand public qui peine beaucoup. Transporteurs. Est-ce que là-dessus, quelle est leur position à l'égard de la technologie de la blockchain aujourd'hui? Est-ce que vous le savez? Sur les acteurs... les établissements financiers, par exemple, qui ont d'autres manières de procéder aujourd'hui, les transporteurs, je pense à la SNCF ou les compagnies aériennes, si elles devaient s'inscrire dans une chaîne de transactions partagées, est-ce qu'elle serait d'accord, quoi? En fait, en gros, c'est ça. Est-ce qu'elle s'autoriserait à faire ça? Je pense. Alors, sur les transporteurs, je n'ai pas d'exemple en tête. Je sais que sur le domaine financier, toutes les banques bossent dessus. Ils développent des choses, ils le regardent. Je pense qu'ils sont tous dans l'expectative de voir comment le grand public, justement, va le prendre. Mais derrière, ils se préparent parce que, encore une fois, on est dans un système décentralisé. Et la banque, c'est un organe centralisateur. Donc c'est le genre d'organisme qui voit d'un très mauvais œil le déploiement à grand public de systèmes décentralisés où ils n'ont plus de rôle à jouer. Il nous reste 8 minutes. C'est super. Oui, très rapidement, mais vous ne pensez pas justement que c'est précisément du fait de cette décentralisation, de ce caractère décentralisé, où on a l'impression que finalement il n'y a personne derrière, ou en tout cas personne de clairement identifié, que ça peut alimenter une forme de méfiance? Alors, personne et donc du coup le grand public a du mal à s'y intéresser? Personne inidentifiée, c'est pas exact.
Oui, mais je pense que c'est une vue de l'esprit. Mais pour autant, ça reste opaque en fait. Ça reste c'est une opaque parce que nébuleuse. déjà c'est une techno compliquée, faut se rentrer dedans. C'est vrai que vous allez sur les sites qui se veulent généralistes et qui veulent parler de la blockchain, style blockchainfrance.fr, vous allez sur le site. Je ne vois pas de support pédagogique pour comprendre la blockchain. Pour autant, sur l'identification des personnes qui sont dessus, je ne sais pas qui est sur Blablacar. Qui a envoyé la copie de sa carte d'identité à Blablacar pour être certifié comme conducteur. Oui, moi aussi. Voilà. Et la blockchain, c'est pareil, vous vous identifiez de cette manière-là. C'est pareil sur Smile, qui était anciennement mon petit voisinage. Pour être identifié comme habitant bien, moi, route de l'IG à Saint-Benoît, j'ai envoyé la copie de ma carte d'identité. Ça ne m'a pas posé de soucis. Et pour identifier les personnes sur la blockchain, c'est comme ça que vous créez votre compte. Oui. Juste, ce que je disais au début, c'est pas une base de données. Je dirais que c'est pas une base de données. Par contre, c'est du stockage de données. Oui. Voilà, oui. Parce que le but, c'est de stocker quelque chose de façon transparente pour que tout le monde puisse y accéder. Je préfère faire la différence. C'est pour ça. Mais c'est très souvent, on présente la blockchain comme un grand livre de compte, un grand registre. Alors, de registre à base de données, vous faites vite le lien et la confusion. Alors effectivement, la démocratisation de la blockchain, ça a demandé un peu de temps parce que ça reste très très opaque, même pour ceux qui essaient de s'y intéresser. Je partage l'avis de dire que effectivement les banques développent, nous ont pas attendu et donc elles développent leur propre blockchain privée pour et puis typiquement centraliser tout ça. Depuis 10 ans, on entend parler de la blockchain que via le Bitcoin. Bien sûr. Et de la spéculation autour de cette crypto-monnaie. Il y a eu des mises en place qui sont assez intéressantes, je trouve, comme par exemple le Ghana, qui s'en est servi en fait pour les titres de propriété. Parce qu'ils n'ont rien de... les archives étaient détruites, tout était... Enfin voilà. Souvent, il y avait des pertes, il n'y avait pas d'écrit. Et ils ont mis en place, je ne sais plus quelle association a mis en place la blockchain pour certifier la propriété d'un individu sur son titre de propriété. Et du coup, c'est infalsifiable et c'est traçable quand il lègue des propriétés, ce genre de choses. Et donc, ça vient en fait compenser les soucis qu'ils ont à stocker une information ou à s'organiser pour avoir une information, on va dire, inviolable, comme nous, on a éventuellement le cadastre qui n'est pas inviolable, mais enfin qui est organisé. Et pour beaucoup de pays émergents, en fait, ça devient une solution, la technique. Et puis devient une solution pour à moindre coût lorsque vous faites des transactions, ce qui n'est pas le cas quand vous vendez votre maison. Voilà, c'est pour ça que les banques veulent garder ça. Mais oui, effectivement, c'est là que quand on creuse un petit peu, on voit le nombre d'applications qui sont faites de la blockchain, et elles sont nombreuses, et plus nombreuses qu'on le pense, et la blockchain est mature en tant que telle. Là, en préparant l'atelier aussi, j'ai découvert que depuis, je crois, 2016 ou 2015, on peut faire des transactions financières via la blockchain en France. Alors, sur certains produits financiers, pas les produits boursiers, mais vous pouvez échanger des SICAV sur la blockchain, c'est autorisé. Il n'y a plus beaucoup de SICAV en circulation, je crois. Enfin, je ne sais pas qui en a encore. Mais... Alors, effectivement, les universités sont très friands de ça, parce qu'il y a une augmentation considérable de falsification de diplômes. C'est facile à faire en plus. C'est facile à faire. Sauf que les universités qui s'y sont mis inscrivent dans une blockchain les diplômes de leurs étudiants, et c'est infalsifiable. Et un employeur peut venir contrôler, alors pas regarder ce qu'il y a dedans, pas avoir accès aux notes de l'étudiant, mais en revanche pourra savoir si oui ou non l'étudiant a bien été diplômé de cette université-là. Est-ce que tu peux juste nous évoquer en 3 secondes, 4, l'exemple en fait dans le domaine touristique sur la publicité, qui est, je trouve, hyper intéressant. Alors, sur l'Autriche. Ouais, et après, je pense qu'on va passer à la neutralité du net pour les 5 minutes qui restent. Alors vraiment en 3 secondes, parce que je ne l'ai pas creusé, mais effectivement j'ai vu ça dans l'actualité la semaine dernière. Le ministère du Tourisme de l'Autriche a passé toute sa régie publicitaire sur une blockchain. Ce qui leur permet en fait d'avoir un contrôle un petit peu plus pointu sur les publicités par ads.
dans le sens où ils ont la certification que le clic qui est fait sur une publicité, c'est pas un bot qui l'a fait, mais bien quelqu'un d'identifié. Ils estiment à 47% la fraude sur la publicité. Et vous voyez que clairement, c'est du concret. Quand on parle de blockchain, c'est vrai que ça reste flou et nébuleuse, clairement. Mais là-dessus, on est vraiment sur du concret et on comprend effectivement que de la pub, on en fait tous. Et c'est sûr que si la blockchain peut me permettre de certifier que j'ai bien eu 100, 200, 3000 ou 20 000 clics et que ce sont des vrais internautes qui ont cliqué, ouais, tout de suite, on voit effectivement un usage qu'on peut faire justement de la blockchain. Cool. D'autres questions? On passe à la neutralité du net. On parle à l'apéro. Ouais, il reste 3 minutes, c'est parfait. Tiens, pour finir sur la blockchain, pour vous dire que ça ne date pas du Bitcoin, vous aurez le lien sur un article du Monde. La première blockchain de l'histoire date de 1995. Vous pourrez le lire. Alors la neutralité du net, c'est très rapidement le fait de protéger du consommateur, le fait que les opérateurs vous font payer plus pour avoir accès à des services différenciés. Donc, je vais zapper la vidéo parce qu'on n'a pas le temps. C'est dommage. Mais vous la retrouverez aussi sur la présentation. En gros, c'est Burger King qui explique la neutralité du net avec le Whopper. Vous verrez, vous comprendrez. Et en gros, plus vous payez cher, plus vous avez votre hamburger rapidement. Si vous payez le prix normal, vous attendez un quart d'heure. Voilà. Et ils disent, il est prêt, mais par contre, vous n'avez pas payé assez cher, donc vous attendez. Mais cela dit, si vous payez 20 $ ou 30 $ le burger, là, vous l'avez tout de suite, s'il est prêt. Je vous le donne. Et en gros, c'est ça. Et forcément, les clients, ils sont fous. Je le veux. Et c'est vrai que c'est un bon moyen, effectivement, d'expliquer clairement qu'on a des niveaux de service différents. Et quelque part, c'est pas normal. On doit nous proposer un service global et on ne doit pas le tronçonner. En gros, c'est ça. Alors en France, contrairement aux États-Unis où la neutralité du net vient d'être abrogée, c'est un principe qui est inscrit dans la loi pour une république numérique, donc qui date de 2016. C'est la loi qui avait été faite par Axel Lemaire. En gros, les fournisseurs d'accès doivent garantir un accès à Internet sans restriction, sans altération des sites et sans ralentissement. Alors pourquoi vous pouvez être directement concerné aussi en tant qu'opérateur de télécommunication? Vous allez me dire, je ne suis pas opérateur de télécommunication, je suis office de tourisme. Si vous offrez une zone de Wi-Fi publique dans votre office de tourisme, normalement, vous devez savoir que vous êtes considéré comme un opérateur de télécommunication. Donc vous devez vous soumettre aux mêmes obligations, déjà. La même chose pour un hôtel, un gîte, qui a le Wi-Fi gratuit dans son établissement. Sur les autres exemples concrets de la neutralité du net, j'en avais listé 3. Donc il y a celui-ci, le Wi-Fi public, le fait d'être soumis aux mêmes règles que les fournisseurs d'accès. Le deuxième, c'est dans ces services différenciés, c'est la possibilité très concrètement d'être bloqué dans vos services parce qu'ils sont trop gourmands en bande passante. Là, typiquement, vous êtes connecté sur des bases de données qui deviennent régionales et qui grossissent et qui consomment de plus en plus de bandes passantes, sauf que vous n'avez pas payé le bon forfait chez votre fournisseur d'accès, donc il vous bloque. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi c'est possible? Il n'y a pas de raison. Vous avez entendu parler des grands incendies en Californie cet été. Les pompiers ont été bloqués par Verizon parce que leur forfait ne leur permettait pas d'avoir plus de bandes passantes. Et ils étaient dans l'incapacité d'utiliser leur logiciel de géolocalisation pour communiquer entre eux. Donc la coordination du travail des pompiers était bloquée par l'opérateur. C'est exactement la même chose que quand Free limite la bande passante sur le service de YouTube, par exemple. C'est exactement pareil. C'est un intérêt commercial qu'ils ont entre les deux. Ils ne se mettent pas d'accord. Du coup, ils disent ton service YouTube, et du coup, je vais fermer le tuyau et les internautes de Free vont galérer avec YouTube. Conclusion, ils vont moins regarder YouTube, etc. C'est exactement la même chose. Voilà. Alors un exemple toujours dans la presse, très récent, je crois pareil, la semaine dernière, Air France s'est fait épingler par le collectif La Quadrature du Net,
je ne sais pas si vous en avez entendu parler, hein, qui sont assez vigilants sur ces questions-là. Typiquement, Air France, dans ses avions, propose un service d'accès à Internet pendant le vol. Alors, c'est gratuit. En gratuit, vous avez accès à WhatsApp, à Facebook, messagerie au instantanée, webmail en fait. de Apple, et puis c'est tout. Et puis si vous payez 10 € de plus, là, vous pouvez avoir accès au webmail. Puis si vous payez 30 € de plus, vous pouvez avoir accès à la VOD en ligne. Typiquement, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. La neutralité du net, qui est inscrite dans la loi, considère que vous ne pouvez pas brider les services Internet. Internet est considéré comme un droit, et si vous bridez ce droit à l'usager, la seule personne qui est autorisée à brider un droit, c'est la loi. À l'inverse, ce qu'on peut tout à fait faire, c'est limiter le volume. Dire, dans les avions, admettons, vous avez 50 mégas offerts. Bon. Si vous payez un peu, vous allez avoir 500 mégas, ce qui correspond à, vous regarder un film. Et puis, si vous voulez vraiment bosser et puis regarder 5 séries pendant vos 10 heures de vol, à ce moment-là, ça sera le forfait supérieur, par exemple. Mais du coup, on ne peut pas tronçonner le service. On considère qu'à partir de mon accès à Internet, c'est tout Internet. Que je vais faire que de la messagerie, que je vais faire des vidéos, peu importe, j'accède à Internet. Est-ce que vous avez des questions? Oui. A priori, non. L'ARCEP n'a jamais trouvé de preuve. L'autorité de régulation des communications. Mais c'est la même chose que Free, qui a eu un autre différend, ils aiment bien Free, un autre différend avec TF1. Et pendant 2-3 jours, ils annonçaient à tous leurs internautes, désolé, TF1, ça sera un écran noir, parce que TF1 veut qu'on paye, donc que vous, en tant que client de Free, vous payez le service de France Téléphone de TF1 pour pouvoir recevoir la télé sur votre box. Du coup, ils ont bloqué carrément TF1. C'est la même chose, exactement pareil. Et c'est récent. Oui, c'était en juin, ça. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques? Non. On a presque respecté le timing, c'est cool. Vous avez l'esprit plus clair? Ouais. Vous n'avez pas l'estomac noué pour l'apéro, ça va? Sinon, on s'en voudrait quand même. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Et puis bonne soirée, ça fait que commencer. Merci. C'était intéressant. Merci.